Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Night of Champions 2026. Et donc pour ouvrir le show, on avait la finale du King of the Ring avec le gagnant qui a un match de championnat SR entre Oba Femi, le Roller, et Jey Uso. Franchement, la douleur réussit parfaitement ici. Un booking extrêmement efficace de star instantané. Oba Femi ne gagne pas. Simplement un tournoi, il franchit un seuil narratif majeur. Battre Jey Uso dans une finale donne une légitimité immédiate car Jay est un nom installé, un ancien main eventer occasionnel et une figure extrêmement populaire auprès du public. Le choix de le faire perdre proprement sans triche, sans chaos excessif ni intervention extérieure renforce encore plus la perception de domination pure. On ne parle pas d'une victoire opportuniste ou d'un roll-up arraché dans la confusion, on parle d'une domination structurée, assumée, presque inévitable. C'est exactement le type de victoire que la utilise pour préparer un futur challenger mondial à moyen ou long terme, 6 à 12 mois, en le rendant crédible face à n'importe quel champion du roster principal. Euh, mais Obafemi sert donc du match non seulement en vainqueur, mais en nouvelle force hiérarchique de la compagnie. Le point 2, c'est le format court du match, ce qui reste un choix cohérent avec cette logique de domination, mais il a un impact direct sur la perception du rythme global. En sacrifiant la durée, la douleur et la lisibilité du message, Obafemi est supérieur. Point final, cela évite toute ambiguïté narrative. Cependant, ce choix empêche aussi l'installation de plusieurs phases intermédiaires qui auraient pu enrichir le match. Faux espoirs prolongés, comeback structuré de Jey Uso ou séquence de renversement plus longue. On obtient donc un match très efficace sur le plan du storytelling global, mais légèrement limité sur le plan du développement in-ring détaillé. C'est un compromis volontaire entre impact immédiat et profondeur sportif. Euh, le point négatif, ça reste le principal problème de ce type de reste la perception de Jey Uso dans les grosses affiches, même s'il est extrêmement populaire et toujours très ouvert avec le public qui commence à accumuler des défaites importantes dans des contextes majeurs sans véritable rééquilibrage narratif derrière. À force de servir de test pour les nouvelles stars, il risque de s'installer dans un rôle de gatekeeper permanent du main event, un lecteur crédible mais rarement gagnant dans les grandes finales. Ça peut créer une limite structurelle dans son avenir en tant que challenger pour un titre mondial, surtout si la WWE ne lui offre pas rapidement une victoire marquante dans un PLE majeur. En résumé, le match protège Opa Femi à court terme et fragilise légèrement la perception de Jey Uso à long terme dans les situations de très haute importance. Je suis complètement d'accord avec ça et j'irai même plus loin, c'est que la victoire de Wafemi était un petit peu trop prévisible. En tout cas, il est votre King of the Ring et il aura donc la possibilité d'affronter le champion de son choix. Du côté de SummerSlam, qui ce sera? Est-ce que ce sera Roman Reigns ou est-ce que le champion du monde, le OTC, ou est-ce que ce sera ou est-ce que ça sera le champion indisputé dont je reviendrai plus tard de qui il s'agit? Bah, on le saura assez rapidement. Enfin bref, ensuite après on a eu un petit segment de Danhausen qui va donc maudire Morgan, Liv Morgan, et Liv Morgan va lui mettre une claque car c'est le prochain match. Le prochain match, c'est la finale donc du Queen of the Ring, donc entre Io Sky et donc Liv Morgan, mais Danhausen en attendant il s'est fait une sacrée gifle de Liv Morgan, et c'est là où on trouve les choses intéressantes, c'est que Danhausen à chaque fois qu'il maudit quelqu'un, bah, vous connaissez la suite je pense, mais en tout cas la meilleure chose à faire c'est de vous regarder ce PLE pour savoir le résultat pour ceux qui ne le savent pas. Moi personnellement, bah, j'apprécie comment ils ont structuré ça et comment il lui a dit Liv Morgan, tu m'as interrompu et c'est pas bien ce que tu as fait, bah t'es maudite, alors qu'elle lui a dit juste qu'il devait de l'argent à Judgment Day. Enfin bref, en tout cas, Liv Morgan lui a mis une sacrée claque et ça lui a fait bien mal. Et il en a un peu rigolé, il s'est barré, mais quand même, le pauvre Danielson, là il a pris cher, hein. Euh, la claque elle est partie fort et vite, mais quand même. La WWE a bien fait de faire ça, en tout cas c'était un scénario
assez intéressant. Donc, passons au prochain match. C'est dommage que ce soit la finale du Queen of the Ring. Je l'aurais mis beaucoup, beaucoup plus tard, mais j'étais agréablement surpris de l'excellent booking moderne de Cadwell. Mais on a une Io Shirai qui est renforcée comme une technique absolue. Elle ne gagne pas grâce au chaos, elle ne gagne pas grâce à une... Elle gagne parce qu'elle est meilleure dans les moments critiques. Ce type de victoire est extrêmement important car il solidifie sa crédibilité main event, la rend dangereuse pour n'importe quelle championne, la positionne comme une force dominante globale. Mais Liv Morgan ressort aussi très forte et c'est là que le booking est intelligent, elle ne perd pas comme une catcheuse dominée, elle perd comme une catcheuse crédible au plus haut niveau. Elle a contrôlé des phases importantes du match, a forcé Io à s'adapter. Elle a même dominé une partie du milieu de match. Donc la deux fait un double travail. Io gagne la guerre, Liv gagne la légitimité. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Liv a quand même eu des moments où elle a eu le dessus et elle a mis en difficulté Io Sky, notamment à un moment où elle allait faire un saut de la troisième corde et elle l'a poussé. Io Sky est très mal retombée sur son genou et il fait très très mal. Est-ce qu'elle a été voir le docteur ou pas après, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même assez étonnant comment ce match a été booké. J'ai bien aimé, je trouvais ça dommage quand même qu'il soit ici. Enfin bref, le match suit donc une structure extrêmement classique. Liv contrôle et Io elle a beaucoup suivi. C'est vrai que Liv a dominé et qu'Io est revenu et a fini avec un finish aérien et cette séquence et cette structure était importante, mais elle est aussi très lisible. Le spectateur peut anticiper le moment du comeback, le moment du shift et le moment du ce n'est pas un défaut d'exercer un défaut de surprise. Le match est très propre, très fluide, mais il manque un élément de rupture narratif. C'est vrai que le principal problème, c'est que je pensais que le Judgment Day allait intervenir et elles ne sont pas intervenues. Et ça, c'était assez surprenant de voir ça comme ça. Après, est-ce qu'elles étaient présentes ou pas dans la salle? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. En tout cas, le point négatif, donc, pour qu'on enchaîne, c'est que le principal problème ici, c'est le manque de pic émotionnel imprécis pour une finale du tournoi aussi. On aurait pu attendre une intervention extérieure, exactement. C'est ce dont je vous parlais, un faux finish prolongé, une blessure storyline ou un chaos total en fin de match. Mais W choisit la sécurité narrative avec un excellent match technique, mais une intensité émotionnelle légèrement bridée. C'est un match parfait, mais pas un match historique non plus. Ce résultat est extrêmement... Nadjo ne veut pas protéger Liv au point de la rendre dominante, ni enterrer Liv au point de la casser. Elle veut construire Liv pour SummerSlam en tout en rendant Io Sky crédible pour le long terme. C'est vrai que c'est assez intéressant de se dire comme ça, mais c'était plutôt construire Io Sky et pour SummerSlam et en rendant Liv crédible malgré cela. Donc c'est une très très belle victoire d'Io Sky, donc la génie déserte qui devient la reine du ring, donc Queen Io désormais, pour ceux qui ne le savent pas. Et après le match, donc on va voir Byron Sexton, donc là on voit Io Sky des célèbres et je pense que le match là je l'aurais mis un petit peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, on a Io Sky donc qui célèbre avec son Ding avec la couronne en tout cas. Donc c'était quand même assez intéressant de l'avoir célébré. Et donc Io Sky va être interviewé par Byron Sexton et Byron Sexton va dire Liv à SummerSlam parce que la gagnante du Queen of the Ring un match de championnat à SummerSlam, c'est comme chez les hommes avec Obafemi pour le King of the Ring. Et je te choisis à SummerSlam, on se voit à SummerSlam donc pour le titre de championne du monde poids lourd féminine et c'est la fête personnelle, c'est le match technique de SummerSlam. Io Sky là en choisissant Liv, elle conserve euh, son aura et ça devient quand même assez intéressant. On voit que Liv est étonné de ce choix d'Io Sky, mais bon, moi j'ai un deuxième scénario, c'est que Io a déjà choisi Liv, mais la loi adore compliquer ce type de storyline. Je vois un ajout possible, Stephanie Wacker. La protection de Liv serait même en cas de défaite et Io elle resterait forte sans être surprotégée, donc ce serait vraiment assez intéressant de faire ce match-là et ce serait le scénario que je verrais que Stéphanie Vaquer revienne pour être ajouté au match. On passe au prochain match. Donc, le match entre Seth Freakin' Rollins et Von Breakker en cage. Ce match est extrêmement efficace dans sa mission principale, protéger les deux catcheurs en même temps.
Seth Rollins ressort comme un vétéran intelligent capable de survivre à une nouvelle génération extrêmement agressive, mais surtout Braun Breaker ressort énormément renforcé malgré qu'il ne... Bon, je vais vous dire la défaite, qu'il ne gagne pas, c'est là que le booking est intelligent parce qu'il ne le fait pas perdre faible, il le fait perdre incomplet. Breaker montre puissance de niveau main event, capable à dominer Rollins physiquement, intensité constante, mais manque encore de gestion des moments critiques. Et ça, c'est exactement la définition d'un futur champion mondial. Le point neutre reste le match. Suit une structure de très classique de catch match moderne, domination physique initiale, phase de contrôle alterné, escalade, des spots finis sur erreur au contre, ce qui fonctionne très bien mais qui limite un peu la surprise parce que le spectateur comprend assez vite la logique. Un cœur va dominer, Rollins va survivre et Rollins va finir par exploiter une erreur. Ce n'est pas un défaut de qualité, c'est un défaut de rupture narrative. Enfin bref, le point négatif très détaillé. Le principal problème ici, c'est la gestion de la sensation de danger réel prolongé. Même si la cage est censée amplifier la brutalité, on sent parfois que Rollins contrôle trop la structure du match. Du coup, Breakker perd légèrement ce côté force incontrôlable total qu'il devrait incarner. On aurait pu renforcer encore plus des phases où Rollins est totalement détruit, des moments où Breakker frôle la victoire réelle, des near escape beaucoup plus tendus. Le match reste excellent, mais légèrement traumatisé pour un cage match censé être une guerre totale. C'est vrai que pour un cage match qui est censé être une guerre totale, il a été trop contrôlé par Seth Rollins, même si Braun Breaker a eu aussi des moments de domination. Là, on sent que Seth Rollins, en fait, il met trop, il pense trop qu'à lui. Je sais pas, j'ai l'impression que Seth Rollins, pour moi, c'est un catcheur qui doit se relancer et qui a du mal à se relancer. Malheureusement, Braun Breaker, c'est un peu un gâchis, étant donné qu'il perd cette rivalité avec Rollins, parce que je ne pense pas qu'il y aura d'autres affrontements entre les deux. Je peux peut-être me tromper, et peut-être qu'il y aura un quatrième match à SummerSlam, et qu'on va encore se manger cette affiche-là, mais il y a 2 ans, en tout cas pour Seth Rollins, il a perdu à Backlash, mais j'ai l'impression que la rivalité est vraiment réellement terminée là. Braun Breaker a d'autres chats à fouetter, il a notamment des titres à aller récupérer avec Austin Theory, que les Street Profits leur ont pris du côté du roi à Londres. D'ailleurs, pour info, le prochain Raw sera à minuit. Enfin, bref, je vous en parlerai lors de la fin de cette review, mais quand même, je suis assez surpris du résultat de ce match. On a un Braun Breaker qui est pas assez dominant, si vous voyez ce que je veux dire, et on a un Rollins qui gagne avec un super stomp qu'il n'a pas besoin en fait de gagner ce match. Rollins, il doit mettre les gens en avant, il le fait pas assez à mon goût. Il l'a fait une fois lors de le premier affrontement, mais il venait de revenir. Mais depuis, il a gagné les 2 autres rencontres qu'il y a eu entre les deux. Et pour moi, ça, c'est pas la draw, c'est typique construction en narratif qui est pas folle du tout. Donc c'est à voir maintenant si la draw a un autre chose à faire. Enfin bref, passons à la suite. Le match pour le titre des États-Unis entre Trick Williams. Donc dans cette rencontre, on a un vrai point fort du match, c'est la continuité du booking de Trick Williams en tant que champion. Il n'est jamais booké comme un champion dominant de bout en bout, mais comme quelqu'un qui sait survivre à un adversaire plus méthodique que lui. Ricky Sainz apporte excellemment ce rôle-là, challenger sérieux, structuré, qui casse le rythme et force Trick à s'adapter en permanence, et ça rend le match crédible parce que chaque phase de contrôle de Ricky semble méritée. Trick lui reste constant dans son identité, l'encaisse, il attend, il exploite au bon moment le finish avec le trick shot est cohérent avec ça, une punition il a une minute après une petite heure par un vol de victoire de Trick. Malheureusement, le point neutre, ça reste le match qui repose énormément sur une structure très classique chez Chasse vs Résilient Champion, ce qui le rend lisible mais aussi assez prévisible dans son déroulement. On comprend vite le schéma et qui contrôle Trick survie, puis bascule final. Le rythme est volontairement segmenté avec des phases bien séparées de domination et de la lisibilité, mais ça peut aussi donner une impression de match en bloc plutôt qu'un vrai flux naturel. Ricky Sainz est utilisé de manière très propre dans son rôle de challenger technique, mais sans vraie rupture de style ou surprise majeure dans son arsenal. Le principal défaut, c'est le manque de vraie tension sur l'issue du match. Même si Ricky domine par moment, on n'a jamais vraiment le sentiment que Trick est en danger réel de perdre son titre, ce qui réduit l'investissement émotionnel. La storyline est efficace mais assez téléphonique. On devine très tôt que Trick va survivre
puis gagner sur une ouverture rapide. Ça limite l'impact du near fall final. Ricky Sainz, malgré un bon rôle, n'a pas assez de killer instinct dans le match. Il contrôle mais ne capitalise pas assez sur ses moments forts, ce qui le rend un peu trop sage pour un title match. Enfin, le finish avec le trick shot est logique mais un peu abrupt. On passe de contrôle adverse à la fin de match sans montée dramatique positive suffisamment marquée. Je suis d'accord là-dessus. Ils doivent le finir autrement le match et malheureusement c'est la douleur qui est comme ça. Enfin bref, vous allez me comprendre assez rapidement. C'est que Trick il ne doit pas gagner aussi rapidement avec son trick shot. Si vous voyez ce que je veux dire, il doit avoir un moment où il doute et il est mis en difficulté. Là, c'est pas le cas et c'est un peu dommage. Enfin, personnellement, je trouve ça dommage. Après, il y a peut-être des gens qui trouveront ça bien de booker cette rencontre ainsi, mais quand même, Trick Williams est votre champion des États-Unis. Il le prouve encore une fois de plus. Donc, c'est à voir maintenant ce que la WWE va faire par la suite avec Trick Williams. Est-ce qu'il y a un adversaire à sa hauteur qui va se présenter? On sait qu'il y en a un qui a des yeux et qui observe ce match, je pense, dans les coulisses, qui peut être le prochain challenger. En tout cas, c'est une victoire. Donc, de Trick Williams, qui est toujours champion des États-Unis. Et c'est la meilleure chose que la WWE ait pu faire, c'est de lui laisser le titre parce que lui enlever alors qu'il vient de l'avoir il n'y a pas si longtemps que ça aurait été une déception. Personnellement, j'aurais été assez déçu et j'aurais pas compris ce choix-là. Donc, c'est une très très belle victoire de Trick Williams et le post-match avec Lidiati et puis Ricky Sales qui va se faire un petit peu dominer et très très bien vu. Donc on a Lidiati qui va faire un people's elbow après une prise de Trick Williams et il va faire un people's elbow sur Ricky Sales et ça c'est un message envoyé à la concurrence et aux rivaux de Trick Williams, c'est que Lidiati quand on le ruse un petit peu dans la farine, bah ça se retourne contre les adversaires de Trick ou d'autres personnes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc on va voir ensuite après Trick, Williams et Liliati qui vont célébrer ensemble pour conclure cette bataille, on va dire ça comme ça, parce que je pense qu'il y en aura d'autres entre les deux hommes et peut-être que la suite pour Trick ça sera SummerSlam. Et contre qui, on ne sait pas. Il y aura peut-être plusieurs challengers. En tout cas, encore une fois, je me suis pas trompé sur ce match, je me suis trompé juste sur le match de Rollins pour le moment et je me suis trompé en totalité sur deux matchs sur ce show-là et c'est quand même assez bien. Enfin, personnellement, ça prouve que je suis. Enfin bref, passons donc, on va passer à la suite. Le prochain match est pour le titre des États-Unis féminin. Tiffany Stratton qui remettait son titre en jeu face à Jade Cargill. Le point fort du match, c'est la protection simultanée des deux catcheuses. Tiffany Stratton ressort du match avec un statut très clair, celui d'une championne capable de survivre à une adversaire physiquement supérieure. Même lorsqu'elle est dominée, elle ne paraît jamais totalement dépassée. Le double continue de la positionner comme une championne intelligente, opportuniste et difficile à battre proprement. De l'autre côté, Jade Cargill bénéficie d'un traitement très important malgré la défaite. Elle n'est jamais ridiculisée, jamais écrasée proprement et conserve une aura de puissance constante. Chaque séquence où elle perd le dessus rappelle pourquoi elle est considérée comme une menace crédible dans la division. C'est un booking technique doit protéger les deux personnages pour garder plusieurs directions ouvertes. Tiffany reste championne crédible, Jade reste une future menace de titre. Sur le plan de la construction interne, ce type de match sert donc plus l'avenir que le présent. Le point négatif, c'est le problème principal, c'est son manque de respiration et de structure épique. Un match de ce calibre et avec deux profils aussi forts aurait dû être construit autour de phases claires et une montée précise de Jade d'un vrai moment de doute plongé pour Tiffany. Puis un comeback structuré ici, tout est trop rapide, trop compressé, la durée courte amplifie ce problème. Chaque séquence semble devoir aller directement à l'essentiel sans installation émotionnelle. Résultat, le spectateur n'a jamais vraiment le temps de croire à un changement de titre imminent. Autre point important, l'absence de véritable moment signature qui définirait le match. Il n'y a pas de séquence qui reste comme référence claire dans la mémoire du public. Le match est efficace mais pas marquant. Enfin, même si le booking protège les deux, il empêche aussi une véritable
volonté sportive claire d'émerger. On ne sait jamais totalement si Tiffany gagne parce qu'elle est meilleure ou parce qu'elle survit mieux au chaos imposé. Au final, ce Tiffany Stratton fait Kage un match solide dans sa logique de booking mais limité dans son exécution narrative. Fait une chose très bien, maintenir de force forte sans en sacrifier une, mais il échoue sur un point essentiel, transformer cette opposition en moment mémorable. C'est un match qui construit l'avenir de la mais qui ne définit pas encore son présent. Malheureusement, c'est un petit peu la vérité. Il y a eu beaucoup, à mes yeux, trop d'interventions, notamment Charles Leclerc qui met un coup de ceinture à Jade Cargill et Tiffany Stratton qui ont enchaîné avec son prédécesseur Salt Taver chez Green qui chasse Bifab et Michin des abords du ring pour tout simplement qu'elle soit exclue et qu'elle puisse pas aider Jade Cargill. C'était une bonne chose de faire ça, mais le fait que Charlotte Flair intervienne, c'est un petit peu trop rondant. En tout cas, ce titre était défendu pour la première fois depuis un long moment, et la rivalité entre Charlotte Flair et Jade Cargill est loin d'être terminée, étant donné que Jade Cargill avait fait perdre la demi-finale du Queen of the Ring à Charlotte Flair contre Liv Morgan. Je savais qu'il y aurait des conséquences et que ça se retournerait contre Jade Cargill, et bah, c'est ce qui s'est passé. Charlotte Flair a fait perdre Jade Cargill, mais là, le problème, c'est on ne sait pas si Tiffany Stratton aurait pu conserver son titre seule, en tout cas. Tiffany Stratton est toujours championne des États-Unis et Chelsea Green et Tiffany Stratton en retraite. Il y a Charlotte Flair un petit peu plus haut sur une photo qui observe Jade Cargill. Ça va être une rivalité assez intéressante et ça promet un sacré match à SummerSlam. The Queen et The Storm s'affrontent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le prochain match. C'est le match pour le titre incontesté de la WWE, donc le main event Cody Rhodes que j'ai prédit contre Sami Zayn, donc Cody Rhodes le champion de titre contre Gunther. Et là, franchement, j'ai été agréablement surpris. Le match réussi surtout, un équilibre très difficile, faire exister trois styles complètement différents dans une seule histoire cohérente. Cody Rhodes incarne le champion main event, donc le moderne, résilient, intelligent, mais constamment sous pression. Euh, Hunter représente la domination brute, presque inhumaine, qui impose une peur constante dès qu'il entre en séquence offensive. Sami Zayn joue parfaitement le rôle du facteur imprévisible, celui qui survit au chaos et transforme une ouverture en moment historique. Le point fort majeur, c'est que chacun a un rôle clair et lisible dans le match, même dans un contexte très chaotique, Joe arrive à éviter que le piège classique du triple threat confus. Chaque intervention, chaque retournement sert une logique simple. Personne ne contrôle totalement le match et ça rend la victoire de Sami Zayn crédible dans son contexte car il ne gagne pas sur domination pure mais sur lecture du chaos et timing parfait. Le match a volontairement une structure très moderne de rythme élevé, interruption constante, ça crée un rythme très efficace pour une public TV au streaming, pas de temps fort, toujours une action en cours, transition rapide entre domination et contre-attaque, mais cette efficacité a un cours narratif, on perd une vraie construction en chapitre comme dans les main events. On est sur une logique du chaos organisée plutôt qu'une montée dramatique progressive. Le match est très vivant mais moins épique dans sa construction globale. Le point négatif, le vrai problème apparaît après la fin du match, la lecture des forces devient légèrement. Même si le booking protège tout le monde, on obtient trois perceptions différentes. Cody Rhodes, champion solide, mais pas totalement dominant dans les gros environnements multimat. Donc à plusieurs catcheurs, on a également Gunther qui montre qui a un monstre physique qui perd rarement proprement, mais ici victime du chaos plus que d'une vraie défaite directe. Et ça m'était une gagnant émotionnel, mais pas forcément perçu comme le plus fort sur le ring dans une logique pure. Donc le match crée une situation où tout le monde est crédible, mais personne n'est clairement au-dessus et ça peut poser un problème sur la suite du booking du titre, difficulté à installer un challenger unique, hiérarchie du main event un peu flou, impression de résultats très circonstanciels, mais on a des scénarios qui peuvent se construire et j'y reviendrai juste après, mais je suis quand même assez heureux que Sami Zayn, c'est un catcheur qui mérite depuis un petit moment, remporte ce titre. Il en avait vraiment besoin et maintenant, est-ce que Cody Rhodes va aller avoir une revanche tout de suite? Est-ce que Cody Rhodes va avoir une revanche plus tard? Ça, on ne sait pas en fait. Ce que la WWE va faire avec Cody Rhodes ou va faire avec Sami Zayn, ça va voir avec Gunter. On va voir peut-être que Gunter aura une autre opportunité pour le titre, on ne sait pas du tout. Ce qui est le plus intéressant, c'est de se dire que la WWE a plusieurs directions logiques après ce résultat. Un rematch entre Cody et Sami qui, qui devient champion surprise. Enfin, Cody avec une possible victoire de Cody pour récupérer
le titre. Le scénario le plus simple et le plus probable. L'option 2, Gunther refuse d'accepter la défaite et il reste sur le titre. Et l'option 3, c'est que le KO rematch officiel à SummerSlam, Cody vs Sami vs Gunther 2. Ajout possible d'un facteur extérieur Orton ou Punk. Et l'option 4, Randy Orton, retour d'Orton qui attaque Cody Rhodes post-match pendant un rematch. Rivalité personnelle relancée et Cody détourné du titre ouvre la porte à une storyline longue jusqu'à WrestleMania. Un match très solide dans le Logic moderne. Enfin bref, la storyline longue, ça serait donc qu'Orton affronte Cody et que CM Punk revienne après le match entre Cody et, Sami Zayn, la revanche. Et confronte Sami Zayn, ça peut être une opportunité pour Sami Zayn de se mesurer au plus grand à Sami Zayn. CM Punk à SummerSlam serait vendeur comme un triple menace et Cody si Orton ne revient pas. Il y a beaucoup d'opportunités d'avoir ce type de scénario-là. Maintenant, on va voir si l'un de ces scénarios se produit. Encore une fois, ce ne sont que des scénarios, on verra bien ce qui va se passer. Et ensuite, donc, après, on aura, donc, pour le prochain round qui commence à minuit, comme je vous le disais, le retour de l'OTC. Roman Reigns, le champion du monde poids lourd, sera présent pour savoir tout simplement qui va l'affronter du côté de SummerSlam. Le choix d'Obafemi, est-ce que Obafemi va se diriger vers Roman Reigns ou va-t-il se diriger vers Sami Zayn? Ça faudra être présent dans les prochaines semaines pour le savoir. Et dès demain soir du côté de Raw, peut-être un Sami Zayn Oba, peut-être un Roman Oba, on verra bien. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'on aura aussi un Saturday Night Main Event le 18 juillet prochain, donc très très bientôt, dans 2-3 semaines, qui peut aussi chambouler les plans de SummerSlam. On ne sait pas trop, mais en tout cas, on va bien voir comment Roman Reigns va réagir à la défaite de Jey Uso. Il lui a donné une mission. Elle n'a pas été exécutée à la perfection. Il a manqué une marche. Est-ce que cette marche-là va se retrouver face et vous abonner si ce n'est pas déjà fait? Et sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez.